Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce vendredi 28 octobre, nous ferons le point sur les réserves en eau dans le département. Depuis le mois de juin, la pluie se fait rare. Conséquence, sur l'ensemble du département, certains barrages affichent des taux de remplissage relativement bas. Et puis à quelques jours du départ du Vendée Globe, la direction de course est sur le pont. Il faut régler les derniers détails, mais aussi préparer la suite. Le suivi des skippers en mer autour du monde. Reportage dans les coulisses de l'organisation à suivre dans ce journal. Enfin, du côté de Châlons, c'est un tout autre événement qui se prépare, la 12e exposition nationale d'aviculture. Ce jeudi, près de 2000 volailles venues des 4 coins de la France sont arrivées au Palais des Expositions. Des animaux qui, pour la plupart, concourront au championnat de France de leur catégorie ce week-end. Les réserves en eau s'amenuisent en Vendée. Depuis le mois de juin, il n'a pas plu beaucoup. Résultat, sur l'ensemble du département, le taux de remplissage des barrages est de 42%. À Apremont, le taux est seulement de 6%. Pour autant, la situation n'est pas catastrophique puisque depuis le printemps dernier, le barrage de Mervan est relié à ceux du littoral. Une mutualisation qui permet d'ajuster les ressources en eau sur le département. Les explications d'Alexis Raison. Même s'il a d'abord eu du mal à se lancer, l'été 2016 a été particulièrement chaud et sec. Et son arrière-saison a gardé le rythme. Il n'a quasiment pas plu en Vendée depuis la mi-juin. Les précipitations sont même en baisse de 70% en moyenne par rapport au normal de saison. La différence par rapport à des années régulière, c'est que bien sûr en juillet et août on espère qu'il fasse beau temps et qu'il fasse chaud, c'est ce que nous avons pu constater cette année, mais ensuite que les précipitations arrivent avec le mois de septembre. Aujourd'hui nous avons septembre-octobre plutôt chaud et archi sec, donc pas une goutte d'eau n'arrive dans nos retenues. C'est la conséquence directe de cette sécheresse. Les barrages vendéens qui fournissent 95% de l'eau potable du département se vident, notamment les barrages côtiers particulièrement sollicités durant la saison. Celui d'Apremont affiche un taux de remplissage d'à peine 6% et pourtant l'eau coule toujours de vos robinets. Le secteur nord-ouest, qui est notre secteur en grande tension en année particulièrement sèche, ce secteur-là a toujours de l'eau, quelle que soit son origine. Elle ne vient plus d'Apremont aujourd'hui, mais elle vient de plus loin, elle vient de Mervan. Un partage de ressources rendu possible grâce à la mutualisation des moyens à l'échelle vendéenne. Concrètement, le barrage de Mervan est désormais relié par 125 km de canalisation à ceux du nord-ouest pour faire face aux pénuries. Un système mis en place il y a quelques mois seulement. La situation actuelle aurait donc pu être très délicate l'an passé, mais quasiment sans risque aujourd'hui. Notre système est suffisamment performant pour attendre la mi-janvier. Et bien sûr, notre système deviendrait sensible si, avec l'hiver, nous n'avions pas de pluie conséquente, de pluie qui réalimente nos retenues. Des pluies qui pourraient bien arriver, enfin, d'ici la mi-novembre. Le débat sur les éoliennes en mer se poursuit. Vous le savez maintenant, 62 éoliennes devraient être installées au large de l'Île-Dieu et de Noirmoutier. Les travaux doivent débuter dans 2 ans pour une mise en fonctionnement en 2021. Mais avant cela, la société qui gère le dossier poursuit son travail de concertation. Une réunion d'information publique s'est tenue ce jeudi à la Barre-de-Mont pour présenter l'état initial de l'environnement, autrement dit le milieu actuel d'avant-projet, un projet qui intéresse les habitants. Tout le monde veut une électricité écologique et tout. Bon, moi, je trouve que c'est une excellente chose. Il faut que ça se développe, bien sûr. Il ne faut pas que ça pollue la nature ou que ça détruise la nature et puis que ça respecte la faune. J'attendais de voir un petit peu comment les études d'impact avaient été effectivement évaluées et j'ai été un petit peu déçu de voir que l'impact environnemental, visuel, n'était pas intégré dans cette restitution. Donc j'ai été un petit peu surpris. Ça va apporter quelque chose de très intéressant, très important vis-à-vis de l'énergie renouvelable d'une part. Puis d'autre part, ça va quand même apporter une certaine dynamique et puis peut-être des emplois de proximité. Les médecins pourront continuer à exercer leur activité dans la ville de leur choix. Ce jeudi, les députés ont rejeté une mesure qui visait à réduire les déserts médicaux. Cette mesure prévoyait de dissuader les médecins libéraux de s'installer dans des zones où ils sont déjà nombreux à exercer. Mais elle n'a donc pas été votée. Les maires essayent donc à leur échelle de lutter contre la désertification médicale. À Luçon, par exemple, la commune vient de lancer une opération séduction pour
pour convaincre les jeunes médecins de venir s'y installer. Une clé USB avec des vidéos, vous le voyez, vantant les atouts notamment des infrastructures que l'on peut trouver à Luçon, va être distribuée lors de rencontres organisées avec de jeunes médecins. Il faut faire une pub, tout simplement pour montrer que les petites villes, c'est pas la galère, que les petites villes, on a aussi des qualités de vie, que malgré tout, ici, on est à 40 minutes de La Rochelle, qu'on est à une demi-heure des Sables d'Olonne, de La Roche-sur-Yon, à 1 heure de Nantes, et que même si jamais les gens ont envie d'habiter à La Rochelle, pourquoi pas, ils peuvent venir donc tous les matins. Ils auront ici une qualité de vie qui est une qualité de vie et une clientèle qui, croyez-moi, est une clientèle qui est très attaché à ces praticiens. On ouvre à présent une page Vendée Globe. Aujourd'hui, nous allons découvrir les coulisses du PC Course, le lieu où se pilote cette 8e édition. Il se trouve pour le moment à Port-Olona. 4 membres de la direction de la course y travaillent tous les jours. Et en ce moment, le rythme s'accélère. Il faut régler les derniers détails du départ, mais aussi préparer la suite. Le suivi en temps réel de l'avancée des skippers en mer autour du monde. Le reportage de Samuel Grassi. Du côté du village, les premiers visiteurs de la journée n'ont pas encore foulé les pontons, mais la direction de course, elle, est déjà au travail. Une équipe de 4 personnes pilotée par Jacques Carès. Le Breton a navigué aux côtés d'Éric Tabarly et de Michel Desjoyaux. C'est aussi un habitué de l'organisation de courses au large. Actuellement, il enchaîne les rendez-vous avec les équipes des différents skippers pour prendre connaissance de leur dispositif de crise. On sait forcément que la casse potentielle des bateaux est importante. Statistiquement, il n'y a pas 50% des bateaux à l'arrivée. Donc forcément, il y aura des sujets douloureux, il y aura des sujets à gérer au niveau technique, mais peut-être aussi au niveau médical. Donc effectivement, on fait un rendez-vous individuel par team pour justement définir comment, en cas de crise, qui on appelle, comment ils s'organisent eux pour prévenir la famille, pour prévenir les partenaires, les sponsors. Pendant ce temps-là, Mathias Louarn, lui, gère l'aspect administratif avec un gros point clé, le départ le 6 novembre prochain. Près de 1000 bateaux devraient accompagner les 29 concurrents au large des Sables d'Olonne. Mathias Louarn doit donc s'assurer que tout se passera bien sur l'eau et coordonner aussi les relations avec la terre. Nous, on gère la préparation en amont pour que le départ soit donné à l'heure et dans les meilleures conditions pour tout le monde. Et ensuite, c'est le début de la course. Et comme on le sait à chaque fois, il peut malheureusement y avoir des soucis pour certains. Donc, on anticipe au mieux les soucis techniques qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire s'il y a besoin d'une grue à terre, d'une sortie d'eau, à quelle heure on peut revenir dans le port, jusqu'à quand, comment, que les équipes techniques aient quand même accès au port et au ponton, tout ça. Anticiper, c'est donc le maître mot. Après le départ du Vendée Globe, la direction de course se partagera entre les Sables d'Olonne et Paris et sera mobilisée en permanence pour suivre toutes les 30 minutes l'évolution des bateaux. Sa mission s'achèvera à l'arrivée du tout dernier concurrent. Et vous l'avez entendu dans ce reportage, le PC Course sera donc installé à Paris, ce qui nous amène au chiffre du jour, le 7. C'est la date à laquelle le PC Course de Paris ouvrira ses portes le 7 novembre, au lendemain du départ et jusqu'à l'arrivée des skippers. Des expositions, un plateau télé et un bistrot vendéen feront partie de ce village, installé donc au pied de la Tour Eiffel. Nous vous en parlions dans une précédente édition de ce passionné qui construit des répliques des monocoques du Vendée Globe à partir de matériaux de récupération. Laurent Quioux expose en ce moment ces fameuses maquettes sur le village du Vendée Globe. Des maquettes plutôt insolites, c'est ce qu'il nous explique au micro d'Antoine Ordinez. Sur mes bateaux, on peut retrouver de tout, des pics à brochettes, de la bougie, des vieux draps, des cure-dents, tout ce qu'on veut. C'est pour ça que sur mon stand, j'ai préparé un petit tableau pour montrer aux gens ce que j'utilisais pour fabriquer mes maquettes. C'est que de la récupération en fait. Et le village du Vendée Globe, c'est un lieu, on vient de le voir, qui attire de nombreux passionnés de la course. Daniel Bruno, lui, est peintre et il a décidé, comme lors de la précédente édition, de réaliser un tableau figuratif. Un tableau qui représente les 29 bateaux des skippers de cette 8e édition. Grégoire de Châtillon a rencontré ce peintre amateur juste à côté des pontons en plein travail. Avant, il était tout blanc. Ah, tout blanc, tout blanc. Donc comme il y a 29 bateaux, j'ai fait 29 bouts de toile. J'ai tout numéroté et en principe chaque numéro correspond à un bateau avec sa couleur. Des couleurs sur lesquelles viendront s'inscrire le nom des sponsors et cette année le nom des skippers.
une création sensiblement la même que pour la dernière édition du Vendée Globe. Il y a 4 ans, j'étais encore sur les pontons déjà. J'ai fait 2 toiles, une des 20 partants et puis les 11 qui sont arrivés. Donc les 20 partants, les voilà. Donc c'est pareil, j'ai représenté la même chose. Et derrière, j'ai fait signer par tout le monde, tous les skippers. Une fois la toile terminée, Daniel Bruno partira alors à la chasse aux signatures des 29 skippers. Celui-là, c'est le bateau de l'Américain Rick Wilson. Après, il y a PRB qui va être ici, Banque Populaire qui va être là, Bureau Vallée qui est ici, tout petit. J'avais quoi, 12-13 ans. J'étais déjà au Tréport, dans le pays de Caux, là-haut, en vacances. Et puis c'est là que j'ai commencé ma première toile. Pour ce plombier chauffagiste à la retraite, la peinture des littoraux et des ports est alors devenue une spécialité. Avec un atelier-galerie à Jars-sur-Mer, le peintre amateur est aussi bénévole sur le village. Avec de la couleur et de l'originalité comme il y a 4 ans, il souhaitait naturellement à nouveau marquer de son empreinte cette nouvelle édition du Vendée Globe. Oui. Et à noter que ce week-end, TV Vendée continue ses émissions sur le village du Vendée Globe. Samedi, Adèle Fuget reçoit 2 femmes sur son plateau. Sam Davis et Justine Métro, toutes 2 skippers. Dimanche, c'est Romain Athanasio et Thomas Ruyan qui viendront parler de leurs projets et de leurs ambitions. Une émission à retrouver sur le village à 15h et en diffusion sur notre antenne à 18h20. Comme chaque vendredi, jetons à présent un coup d'œil sur l'agenda sport du week-end. Ce samedi, au Vendée Space, le Palais sera à l'honneur le temps d'une journée avec la 20e édition de la Coupe de Vendée Palais Jeunes. C'est à partir de 9h30. Samedi, toujours, en hockey sur glace, le Hogli reçoit les Dracards de Caen. Début de la rencontre, 18h30 à la patinoire Arago. Un peu plus tard, samedi également à 20h, les basketteuses de La Roche-sur-Yon ont, elles, rendez-vous avec l'équipe de Montbrison. Un match qui se joue à domicile à la salle Omnisport. Et enfin dimanche, en football, division 2 féminine, La Roche-sur-Yon reçoit Rouen au stade Saint-André-d'Ornay. Coup d'envoi à 15h. Lapin argenté, pigeon mondain ou encore pigeon frisé, ce sont quelques-unes des espèces qui seront en compétition ce week-end à Chaland. Le parc des Expos accueille la 12e exposition nationale d'aviculture. Près de 2000 volailles sont arrivées ce jeudi en Vendée. Venues des 4 coins de la France, ces animaux sont des bêtes à concours. Un jury les examinera un à un pour désigner le meilleur de sa catégorie. Nous avons assisté à l'arrivée de ces futurs champions de France. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Bruno Gouin arrive de la Sarthe avec ses volailles de collection. C'est des poules ? Oui. Il fait partie de ces 166 éleveurs à participer à l'exposition nationale d'aviculture de Chaland. Alors là, on met des Orpington naines, fauves herminées. Une poule ornementale anglaise. On a la couleur fauve et l'herminage qui est là. Mon rôle est de contrôler les animaux, d'abord leur sexe, le numéro de la cage, le numéro de la bague d'identification de l'animal et sa race et sa variété. Ici, encore une poule de race Orpington, mais chocolat. Un mâle et 2 coqs. Maintenant, ce sont des pigeons tambours qui débarquent au Palais des Expositions de Chaland. William Guilbeault, lui, arrive des Deux-Sèvres. Les pigeons de race, une vraie passion pour cet éleveur amateur. Alors en l'occurrence, là, on a le tambour allemand à coquille et visière, blanc. Donc un grand emplumage aux pattes, une coquille à l'arrière de la tête, une visière qui fait 360 degrés. La plupart de ces animaux participeront au championnat de France dans leur catégorie. Alors, après le voyage, il faut se préparer au concours de beauté. Déjà, ils commencent par manger, parce qu'ils sont déjà dans leur caisse depuis la veille. Et après, ils boivent, et après, ils se reposent toute la journée. C'est pour ça qu'on leur met de la paille et tout ça pour qu'ils soient bien. Et après, le lendemain matin, demain matin, à l'aube, les juges vont venir les expertiser tous un par un. Avec 2000 animaux venant de 35 départements, cette 12e édition du concours national d'aviculture de Chaland s'annonce déjà comme une année record.
Dans quelques jours, ce lundi, c'est Halloween, la fête des sorcières, fantômes, vampires, mais aussi des citrouilles. Une fête à laquelle se prépare Olivier Raillant. Ce maraîcher vendéen est spécialisé dans les cucurbitacées et chaque automne, il fournit à des particuliers, à des magasins, ces fameuses citrouilles qui serviront de décoration. Regardez ce reportage d'Apolline Laurent. Le 31 octobre prochain, il faudra se méfier des sourires effrayants des citrouilles d'Halloween. Égard aux enfants un peu trop curieux. Mais avant de devenir des figures effrayantes de cette fête populaire, les citrouilles et autres cucurbitacées sont cultivées ici sur l'exploitation d'Olivier Raillant. Spécialisé dans les courges, il propose de très nombreuses variétés, aussi bien comestibles que décoratives. Les courges, c'est une famille de végétaux très très large. Avec des couleurs très sympathiques, très variées. Il y a du jaune, du blanc, du rouge, du vert, du bleu. Ces coloquintes, elles ont des pustules, des rayures, des formes terribles. Et quand on a des produits attractifs, on peut les proposer en fleuristerie, en ornement, en déco. Appelée la jack-o'-lanterne, cette courge est la variété par excellence des figures cauchemardesques d'Halloween. Pourtant, rien n'empêche d'en utiliser d'autres, un peu plus méconnus. Pour Halloween, on peut utiliser un peu ce qu'on a sous la main. On peut utiliser des potirons rouges, on peut utiliser des musquets de Provence. Pour une animation que nous devons faire ce dimanche, on a préparé une diversité de produits. Vous voyez, on va montrer des citrouilles assez originales, bleu-gris. Ça, c'est une variété d'origine italienne qui s'appelle Marina di Chioggia. Mais si Halloween est une période à ne pas manquer pour cet agriculteur, elle reste pourtant très anecdotique. Sur 300 tonnes de courges à l'année, celle d'Halloween représente moins d'1% de la production globale. On m'avait demandé il y a quelques années, on m'avait commandé 10 000 pièces. Donc là, il fallait en mettre en place 1 hectare. Et en fait, ces grosses commandes, je ne les ai plus. Et mon téléphone ne sonne pas pour en avoir. Donc, il s'en vend moins. Même si Halloween devient d'année en année un peu marginal en France, les fanatiques de cette fête effrayante n'hésiteront pas à se déguiser le soir du 31 octobre ou à déposer une citrouille creusée sur leur rapide fenêtre. Et avant Halloween, n'oubliez pas de changer d'heure ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, on passe à l'heure d'hiver. La bonne nouvelle, c'est que l'on gagne 1 heure de sommeil. À 3 heures du matin, il sera à 2 heures. La moins bonne, c'est qu'il fera nuit évidemment plus tôt. Avant de se quitter, un mot sur les prévisions météo du week-end. On vous en parlait en début de cette édition. La pluie se fait rare et ça continue. Samedi et dimanche, vous le voyez, eh bien, c'est un grand soleil qui nous accompagnera à suivre votre bulletin météo complet. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset pour votre journal. Quant à moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end sous le soleil.